Et ils ont frappé. Malgré leurs paroles, malgré l'opinion du monde, le 1er septembre 1939, ils ont attaqué la Pologne. C'est là que l'Allemagne, dans sa première agression armée, a commencé la guerre. Et cette guerre n'allait s'achever que 6 ans plus tard avec la capitulation du dernier membre de l'Axe, l'Empire du Japon. Entre-temps, plus de 60 millions d'hommes et de femmes auront trouvé la mort sur les champs de bataille ou sous les bombardements, en faisant le conflit le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité. Cependant, en parallèle des batailles de chars et des débarquements, une autre guerre, tout aussi importante, prenait part dans les laboratoires. Cette guerre de l'ombre allait aboutir à la création de l'arme la plus dévastatrice que l'humanité ait produite, la bombe nucléaire. Et cette guerre débute le 17 décembre 1938 en Allemagne, à l'Institut Kaiser Wilhelm de Berlin, avec la découverte de la fission. Pour comprendre l'importance de cette découverte, nous allons devoir revenir au modèle de l'atome. Comme vous le savez déjà, tout atome plus lourd que l'hydrogène, comme l'hélium, est composé de 3 types de particules. Les protons, nucléons positifs de charge E représentés en rouge, les neutrons, nucléons neutres de charge nulle représentés en blanc, et les électrons, particules négatives de charge -E représentés en bleu. Pour les éléments légers tels que notre atome d'hélium, cet équilibre devient relativement stable. Cependant, pour les éléments plus lourds tels que l'uranium, cet équilibre devient facile à briser. Ces atomes sont dits fissiles, et c'est grâce à leur instabilité que les physiciens allemands Otto Hahn et Lise Meitner ont pu découvrir la fission nucléaire et libérer pour la première fois l'énergie de l'atome. Pour cela, ils ont bombardé des noyaux d'uranium avec des neutrons. À l'impact, le noyau se divise en plusieurs petits éléments, appelés produits de fission. De plus, ils libèrent entre 2 et 3 neutrons, ainsi qu'une très forte quantité d'énergie sous forme de rayons gamma. Mais les réactions ne s'arrêtent pas là. Les neutrons nouvellement émis vont percuter à leur tour d'autres noyaux d'uranium, libérant ainsi plus d'énergie et plus de neutrons. Ce phénomène s'appelle la réaction en chaîne et va permettre d'augmenter exponentiellement la quantité d'énergie émise. Et cette puissance, le physicien danois Niels Bohr en a bien conscience, et le fait qu'elle ait été découverte par un institut sous contrôle de l'Allemagne nazie le pousse à demander l'aide des États-Unis à travers un compte-rendu durant une réunion à Washington le 26 janvier 1939. À la suite de cette réunion, le 2 août, sous l'initiative du docteur Szilard, Albert Einstein signe une lettre à l'intention du président Roosevelt dans laquelle il l'incite à prendre les devants sur la conception d'une bombe A. Ce dernier crée 2 mois plus tard, le 11 octobre, le Comité consultatif sur l'uranium, un comité ayant pour objectif d'explorer les différentes applications de cette nouvelle source d'énergie et lui accorde un budget de 6 000 $, une somme qui aujourd'hui correspondrait à près de 83 000 $ pour débuter ses recherches. Des progrès sont rapidement obtenus. Ainsi, en février 1940, il est démontré que la fission est plus facile à réaliser avec l'uranium-235 et non l'uranium-238 qui était utilisé auparavant pour ce genre de réaction. En effet, l'uranium-238 possède 146 neutrons, contre 143 neutrons pour l'uranium-235. L'uranium-238 est donc beaucoup moins fissile et possède une demi-vie de 4 500 milliards d'années, contre seulement 700 millions d'années pour l'uranium-235. L'uranium-235, par son instabilité, est donc beaucoup plus intéressant pour la production d'une bombe nucléaire. Les recherches étant de plus en plus importantes, le comité doit demander au gouvernement une aide de 100 000 $, soit près de 1,7 million de dollars en 2016. Le projet prend alors de l'ampleur, et le 25 février 1941, un nouvel élément est découvert. Le plutonium, découvert en février 1941 par le professeur Glancy Borg et son équipe, a été obtenu en bombardant du deutérium sur de l'uranium. Ils obtinrent, après plusieurs réactions, du plutonium-238. En effet, lorsque l'uranium absorbe le deutérium, il va se transformer en neptunium tout en dégageant 2 neutrons. Cependant, ce dernier étant instable, il va transformer un de ces neutrons en proton tout en dégageant un électron et un antineutrino, petite particule n'ayant que très peu d'importance dans notre équation. Nous obtenons donc du plutonium-238. Le plutonium existe sous forme naturelle, mais en quantité extrêmement faible, et il possède plusieurs isotopes. Tous sont fissiles, mais seul l'isotope 239 sera utilisé pour la production d'une bombe nucléaire, car il est le plus facile à produire. De l'autre côté de l'Atlantique, en parallèle avec les travaux américains,
L'Angleterre, en guerre avec l'Allemagne depuis plus d'1 an, a elle aussi commencé un programme nucléaire, le Comité Maude. Il se réunit pour la première fois le 10 avril 1940 et concentre ses recherches sur la séparation et la fission de l'uranium-235. Le 2 juillet 1941, la commission de Maude va donc produire un rapport à l'intention des États-Unis dans lequel elle explique la faisabilité d'une bombe nucléaire à base d'uranium-235 et en décrit même son fonctionnement. Ce rapport est transmis à Vannevar Bush, président de la Commission nationale de recherche de défense, commission dont dépend le comité consultatif sur l'uranium. Bush est chargé par le président de vérifier les coûts et la possibilité de produire une bombe A. Et lorsque, le 9 novembre 1941, la National Academy of Science confirme les avancées du rapport Maude, il transmet alors au président un rapport confirmant la possibilité pour les États-Unis de produire une bombe nucléaire. Nous sommes alors en décembre 1941 et Roosevelt est confronté à un dilemme. Construire ou ne pas construire l'arme la plus terrible que l'humanité ait créée. Cette décision n'est pas simple, surtout au vu de la situation des États-Unis à ce moment du conflit. Mais un événement va tout changer. Le 7 décembre 1941, l'armée de l'air et la marine japonaise bombardent la base militaire américaine de Pearl Harbor, située sur une île du Pacifique faisant partie de l'archipel de Hawaï. Le lendemain de l'attaque de Pearl Harbor, le président américain de l'époque, Franklin Roosevelt, fait un discours réclamant au Congrès de voter l'entrée en guerre du pays, sans quoi il ne peut pas le faire, en mettant en avant l'acte de guerre infâme subi par les États-Unis. Le Congrès américain vote favorablement à la demande du président, en accord avec la loi de neutralité, qui déclare alors l'entrée en guerre des États-Unis face à l'Empire japonais et donc aussi à l'Alliance de l'Axe. Dès lors, le président qui n'a plus les mains liées donne son accord pour le développement de l'arme nucléaire qui passe sous l'autorité de l'armée. Le 31 juillet 1942, l'équipe de Seaborg produit le premier échantillon de plutonium pur. C'est aussi à cette époque que le programme gagne son nom. En effet, le département d'ingénierie du projet est basé au 270 Broadway. Le projet est donc surnommé Projet Manhattan, mais les responsables, qui trouvent le nom plus charmant que Development of Substitute Materials, décident d'en faire le nom officiel. Le 17 septembre, le colonel Leslie Groves est nommé pour en prendre la tête. Il désigne le site d'Oak Ridge dans le Tennessee pour en faire un premier laboratoire test, et sa construction débute le 3 octobre. Le 8, il rencontre Robert Oppenheimer et le charge de trouver un site pour y installer un complexe dédié au développement de la bombe nucléaire. Ce dernier choisira un site proche de son ranch, dans le désert du Nouveau-Mexique. En effet, entouré de canyons et assez reculé, mais pourtant facile d'accès, il répond à tous les critères de l'armée, et Groves y fait acheter 4500 hectares de terre. Le 25 novembre, le site de Los Alamos est officiellement créé, et Robert Oppenheimer en prend la direction. Pendant ce temps, à Chicago, l'équipe du physicien Enrico Fermi commence la construction de la première pile atomique au monde. Et le 2 décembre 1942, la première réaction nucléaire contrôlée commence. La pile atomique est une appellation afin de nommer un réacteur nucléaire destiné à la création d'énergie. La première pile atomique était la CP1 qui a été construite dans un stade désaffecté de Chicago. Elle faisait 7,2 mètres de large pour 6,2 mètres de haut et était composée de 385 tonnes de graphite et 40 tonnes d'uranium enrichi à 3%. Dans un cadre militaire, une pile atomique sert à créer du plutonium. En effet, il arrive que, contrairement à une fission classique, l'uranium-238 absorbe le neutron et se transforme en uranium-239. L'uranium-239 est un isotope instable et il va se désintégrer en neptunium grâce à la radioactivité bêta, c'est-à-dire qu'il va transformer un neutron en proton et éjecter un électron et un antineutrino. 2 jours plus tard, le neptunium va subir le même sort et se transformer en plutonium. La pile de Fermi est un test, et pour produire le plutonium en quantité suffisante, il va falloir en construire une nouvelle, à une plus grande échelle. Ainsi, en début 1943, débute la construction du réacteur X10 à Oak Ridge et du tout nouveau site de Hanford, qui ont pour mission de produire le plutonium nécessaire aux expériences de Los Alamos, qui débutent à peu près en même temps avec l'arrivée des premiers scientifiques. Toutes ces recherches étaient top secrètes. Les scientifiques n'avaient pas le droit d'en parler en dehors de leur laboratoire, et très peu d'entre eux connaissaient le véritable objectif du projet Manhattan. Au début 1944, tous ces efforts finissent par payer, et 2 modèles de bombes sont envisagés, Thin Man et Fat Man. Le principe de Thin Man repose sur le modèle que proposait le rapport Maude. La bombe est allongée. À son extrémité se trouve une cible en élément fissile, reliée par un tube faisant office de canon, à un projectile de ce même élément fissile. Ce dernier va être envoyé à très grande vitesse grâce à une explosion de glycérine dans la cible.
La pression et la chaleur vont avoir pour effet de comprimer les atomes de manière à atteindre la masse critique, c'est-à-dire le moment où il n'y a presque plus d'espace entre eux. Une fois atteinte, on peut entamer une fission où la majorité des neutrons seront réabsorbés par des atomes, de manière à avoir une explosion d'envergure maximale. Un problème émerge quand les premiers échantillons de plutonium issus des piles atomiques sont analysés. En effet, le plutonium, produit en grande quantité, possède des impuretés, sous forme de plutonium 240. Cet isotope possède un rythme de désintégration beaucoup plus élevé que le plutonium 239. Il provoque une fission spontanée en éjectant naturellement des neutrons, faisant exploser la bombe avant que la masse critique ne soit atteinte. On dit que la bombe prédétonne. Afin de résoudre ce problème, on se tourne vers un autre système, l'implosion. Jusqu'à là considéré comme le vilain petit canard du projet, Fat Man devient le seul espoir de la bombe au plutonium. L'idée n'est plus qu'un projectile vienne enclencher la réaction, mais qu'une série d'explosifs, disposés autour d'une sphère, explose simultanément, permettant de compresser le plutonium afin qu'il atteigne sa masse critique. Les recherches de Los Alamos sont donc alors concentrées sur la bombe à implosion. Cependant, ces mécanismes étant beaucoup plus complexes, les responsables se mettent en quête d'une roue de secours, qu'ils trouvent être la bombe à uranium, baptisée Little Boy. Son nom de code ne relève pas du hasard. En effet, quand Fat Man demande un dispositif imposant pour faire atteindre à son plutonium la masse critique, Little Boy demande un dispositif plus simple, plus petit et beaucoup plus transportable. La technologie de cette bombe étant très simple, le véritable défi scientifique résidait dans l'enrichissement de l'uranium. Cependant, toutes les prévisions s'accordaient à dire qu'une quantité d'uranium 235 suffisante pour la production d'une bombe ne serait pas produite avant 1945. Sur le plan international, il s'est passé de nombreuses choses en 5 ans. C'est le tournant de la guerre. Les Russes contre-attaquent le Reich allemand. Ils progressent très rapidement à l'intérieur des terres. Dans le Pacifique, la guerre fait rage également. L'entrée en guerre des États-Unis, le général américain MacArthur a démarré l'invasion des îles japonaises une par une. Pendant que la bataille de Stalingrad se joue en Europe orientale, celle de Guadalcanal se passe sur les îles Salomon occupées par les Japonais. Elle est le symbole de la boucherie du Pacifique. Les troupes impériales perdent 4 hommes sur 5 pendant cette bataille. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent massivement en Normandie par des milliers de navires. Le débarquement est un succès. Une fois les chars débarqués, les Alliés progressent en France, libérant les villages français les uns après les autres. Le 25 août, ils libèrent Paris. Les troupes américaines continuent leur avancée sur le sol français et approchent à grands pas du cœur du Reich, Berlin. L'armée allemande perd de son élan et bat en retraite au fur et à mesure que les troupes alliées de l'armée rouge avancent. C'est le déclin de la toute-puissance du chancelier Hitler. La défaite de l'Allemagne nazie n'est plus qu'une question de temps. La menace allemande écartée, la nécessité de produire une bombe pourrait être remise en question. Cependant, le projet a coûté si cher en ressources et en hommes qu'il ne peut être arrêté. Le 2 février 1945, les premiers échantillons de plutonium arrivent à Los Alamos. En mars, on commence la construction d'une nouvelle usine d'enrichissement d'uranium, le complexe S50, tandis que les usines K25 et Y10 enrichissent déjà à pleine cadence. Tandis que la construction de Little Boy est presque achevée et qu'on se prépare à Los Alamos à faire exploser la première bombe nucléaire de l'histoire, l'essai Trinity, l'avenir du monde va se jouer à Potsdam. Depuis 1943, des conférences interalliées se déroulent afin d'établir des plans d'action pour battre la menace de l'Axe. La dernière conférence interalliée de la guerre est la plus importante de toutes. Elle prit lieu du 17 juillet au 2 août 1945 à Potsdam en Allemagne, où se trouvaient le président Truman, Churchill et Staline. Durant ces 2 semaines de conférences, de nombreuses décisions ont été prises. Il y a eu des négociations sur la réparation de guerre allemande, sur l'occupation partagée de l'Allemagne et de son désarmement, sur l'ultimatum imposé au Japon. L'ultimatum est envoyé au gouvernement du Japon le 26 juillet, lui imposant de se rendre sans condition. Mais le premier ministre japonais Suzuki ignore cet avertissement. Le jour précédant le début de la conférence, une bombe à fission au plutonium est faite exploser dans le désert du Nouveau-Mexique aux États-Unis, d'une puissance de 21 kilotonnes de TNT. C'est l'essai Trinity. Il rassure Truman sur l'efficacité et la fiabilité de la bombe atomique. Le Japon ne capitulant pas, Truman décide de le bombarder au plus vite avec des bombes nucléaires. Le 6 août 1945, Little Boy rase 90% de la ville de Hiroshima. Le 9 août, l'URSS déclare la guerre à l'Empire japonais. Le Conseil suprême japonais réunit son gouvernement. Sa force militaire est extrêmement affaiblie à cause de ses 14 ans de guerre avec la Chine, qui ne finissent pas, et de la guerre du Pacifique jouée contre les États-Unis. Ces villes industrielles sont détruites et brûlées à 80% en moyenne. Les membres du gouvernement savent qu'ils ne pourront contenir qu'un seul front, et que de lourdes pertes y sont attendues.
Le gouvernement est informé vers la fin du conseil du bombardement de Nagasaki. La bombe Fat Man détruit 70% de la ville. Le 15 août, l'empereur fait savoir à son peuple par la radio nationale qu'il se rend à l'ennemi. Il réclame alors un cessez-le-feu. Le 2 septembre, le ministre japonais des Affaires étrangères, Shigemitsu, signe la capitulation du Japon et donc la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, ces deux bombes ont fait de très nombreuses victimes. Little Boy fit plus de 140 000 morts à Hiroshima, et Fat Man en fit plus de 100 000 à Nagasaki. Nous allons nous pencher sur les effets causés par Little Boy, sur les habitations et sur les populations. À la veille du bombardement nucléaire, 400 000 civils et militaires vivent à Hiroshima. La bombe a été lâchée dans les airs par un B-22 américain et éclata à 600 mètres au-dessus du sol à 8h15 du matin. Les dégâts subis par les habitations et les populations sont très variables selon leur position avant qu'ils reçoivent l'impact de l'explosion. Prenons comme point de repère le point supposé de la chute de la bombe si elle avait éclaté au sol. Les habitations situées à moins de 8 km de ce point ont été retrouvées aplaties et collées au sol par la déflagration et le souffle dégagé par l'explosion pour les plus éloignés est totalement détruite pour les plus proches. À l'exception de celles faites de pierre ou de béton qui ont beaucoup mieux résisté. 90% des personnes situées à moins de 1 km du point de repère sont mortes sur le coup. Les rares survivants sont pour la plupart morts des suites des effets subis sur le système immunitaire à cause des rayonnements gamma. Près de 50 000 personnes périrent sur le coup ou le premier jour à cause d'hémorragies trop importantes. 50 000 autres personnes perdirent la vie à leur tour dans les 2 mois suivant le 6 août à cause des effets graves causés par les rayons gamma. Les médecins sur place ont répertorié plusieurs symptômes. Une faiblesse générale, une pâleur, des nausées, des troubles respiratoires, des éruptions cutanées, des pertes de cheveux, des tombées de dents, des infections s'aggravant anormalement rapidement et des diminutions rapides du nombre de globules blancs dans le sang. En bref, un très fort affaiblissement du système immunitaire. Les effets causés sur les victimes d'Hiroshima et de Nagasaki ont perduré sur des années et sur les décennies qui ont suivi l'événement. 40 000 personnes sont mortes à cause des complications survenues par la suite. Des milliers de Japonais ont gardé les stigmates du 6 août et les garderont toute leur vie. Les cheveux et les dents de certains n'ont jamais repoussé. D'autres ont été défigurés ou ont perdu des membres dans leur chute occasionnée par le souffle de l'explosion. Un bilan lourd. Les 2 bombes ont provoqué la mort de près de 250 000 personnes. De milliers de familles regroupant femmes et enfants. Et le bouleversement de la vie de dizaines de milliers d'autres. Voilà comment, en moins de 6 ans, un simple phénomène physique a mené à l'utilisation de 2 éléments produits artificiellement dans 2 modèles de bombes. La bombe nucléaire est l'expression ultime de la guerre d'anéantissement, où la science est au service de la mort et où les vies humaines ne sont plus que de simples chiffres sur des rapports. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais terminer sur une citation d'Albert Einstein. Je pourrais me brûler les doigts que d'avoir écrit cette lettre au président Roosevelt pour soutenir le projet Manhattan. Et pourtant, il le fallait.